Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce début de semaine sur Monaco Info. Voici les titres de votre JT. L'eau, un enjeu majeur pour l'avenir. Cette prise de conscience passe par l'éducation à l'environnement dès le plus jeune âge. Nous verrons comment cela se traduit en principauté et en parlerons avec notre invité Manuel Nardi, directeur général de la Société monégasque des eaux. Les espoirs européens de la petite balle jaune au rendez-vous sur les terrains du Monte Carlo Country Club. Le résumé des finales du Tennis Europe Junior Masters sera à découvrir dans ce journal. Puis c'est un événement qui nous ramène à l'enfance et qui est attendu avec impatience. 15 jours après son lancement, nous dresserons un premier bilan de la foire attraction avec son vice-président Nicolas Réal. Et à la fin de ce JT, notre rubrique Ceux qui font Monaco mettra en lumière la passion commune de deux amis qui en est devenu aujourd'hui un métier en lançant une marque de bière artisanale. Mais ouvrons tout d'abord ce journal avec ce cérémonial qui a lieu chaque jour à 11h55 sur la place du Palais Princier. La relève de la garde attire régulièrement de nombreux curieux qui n'en ratent pas un instant. Ce lundi 6 novembre, ils auront pu assister à un moment qui a lieu une fois dans l'année, le passage à la tenue d'hiver. Les carabiniers ont troqué leur uniforme aux couleurs estivales pour du bleu et du noir. Ce changement de tenue existe depuis le début du siècle dernier. Je vous propose d'écouter à ce sujet le maréchal des logis Benjamin Bogros à ce sujet. Il est au micro de Vanessa Dessy. Le changement de tenue est apparu au retour des Carabiniers du Prince au Palais en 1904. La tenue d'été était à l'époque dite mitigée puisque c'était un pantalon blanc, casque blanc et veste noire. Et c'est en 1935, sous le règne du prince Louis II, qu'est apparue la tenue blanche intégralement. La tenue d'été a été pensée vraiment pour les conditions climatiques et pour l'optimisation des conditions de travail. Voilà, le blanc est plus facile à supporter l'été, le tissu est allégé et le noir est mieux pour l'hiver. La tenue d'hiver, donc veste noire, pantalon bleu, vous y retrouvez dessus tous les effets que vous retrouvez sur la tenue d'été, c'est-à-dire les décorations, les effets, les barrettes, les épaulettes, exactement les mêmes effets. Il y a concertation de différents chefs de service et en fonction des conditions climatiques, nous proposons certaines dates et le prince souverain donne son approbation à une date bien précise. Et une fois la date choisie, c'est le commandant supérieur de la force publique qui édite la note de service. Et sachez que ce changement de tenue concerne également l'ensemble de la force publique. C'est donc en tenue d'hiver que les carabiniers du Prince ont accueilli les nouveaux ambassadeurs au Palais Princier. 4 lettres de créance ont été remises aujourd'hui au Prince Albert II. Makita Shimokawa, représentant le Japon, a été le premier à se présenter. Lors de son entretien au salon de famille, Makita Shimokawa a transmis un message de Sa Majesté l'Empereur du Japon qui espère que les pays renforcent encore un peu plus leurs liens d'amitié. Il a été suivi par Matti Antonen, ambassadeur de Finlande, également en poste en France. Il a par ailleurs été secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères de 2018 à 2022. L'occasion de rappeler que le prince Albert II s'était notamment rendu en Finlande en 2019 où il avait reçu les insignes de docteur honoris causa à l'université de Laponie. Khalid Mohamed Farah El Fahal, représentant du Soudan, a lui aussi remis ses lettres de créance aujourd'hui. Il a notamment été ambassadeur dans de nombreux pays africains et depuis septembre 2023, il est ambassadeur non résident du Soudan au Portugal. L'ambassadeur du Brunei Darussalam, Madame Abdul Lamit, a clôturé ses cérémonies de lettres de créance. Entrée en 1985 au ministère des Affaires étrangères du Brunei, elle a occupé plusieurs postes avant d'être nommée ambassadeur du Brunei au Brésil ou en Argentine, puis par la suite en Europe. Toujours au Palais Princier, une réunion de travail a eu lieu ce lundi en milieu d'après-midi sur le traitement des déchets en principauté. Une session en présence de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, et de son cabinet, du ministre d'État, Pierre Dartout, et de la ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Céline Caron. Au cœur des discussions, le projet Symbiose de futur centre de tri et de valorisation des déchets qui sera installé sur l'îlot Saint-Charles. Il ambitionne d'être moins polluant et d'alimenter en énergie tout l'ouest de la principauté. Dès le mois de mars, le département des Alpes-Maritimes avait été placé en alerte sécheresse. À Monaco, le gouvernement princier avait alors dévoilé un dispositif de gestion des ressources en eau composé de plusieurs seuils d'alerte. Cette sécheresse nous a rappelé ô combien l'eau est un bien précieux à préserver.
Toutes les générations doivent en prendre conscience. Exemple à l'école des Révoirs, où une mallette pédagogique a été confiée aux élèves de CM2. Avant d'en parler avec notre invité, Manuel Nardi, directeur général de la Société monégasque des eaux, voyez ce reportage de Fabien Bonilla réalisé avec Olivier Bonello. Tous à bord du même bateau, ICO, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Cela fait 17 ans maintenant que l'école des Révoirs est labellisée Éco-École, le lieu idéal donc pour lancer un projet éducatif environnemental. Après une présentation du projet, une mallette pédagogique a été attribuée à cette classe de CM2. Cette mallette constitue un véritable laboratoire de sensibilisation des écoliers aux enjeux de l'eau et de l'assainissement. Elle leur permettra de prendre conscience de l'importance de l'eau et de la nécessité de lutter contre la pollution et le gaspillage. L'objectif, c'est toujours comme d'habitude de pouvoir utiliser leurs ressources, leur ingéniosité pour nous aider à faire la médiation, à la prise de conscience. Ils ont été de superbes ambassadeurs du tri, ils le sont toujours. Donc il fallait nous permettre de comprendre le cycle de l'eau, de nous confronter à leur vue et puis d'essayer de comprendre que c'est une ressource naturelle qui est rare. Grâce à cette mallette, les enfants vont pouvoir être sensibilisés sur le cycle infini de l'eau, sur finalement cette eau, l'eau du robinet, d'où elle vient, cette eau que nous utilisons et qui part, où va-t-elle ? Comment va-t-elle être recyclée ? Qu'est-ce qu'on va faire de l'eau sale ? Donc, si vous voulez, c'est très important de connaître le mécanisme de l'eau. Une mallette ludique et pédagogique avec par exemple des expériences scientifiques à faire en classe. Une mallette qui devrait permettre à ces jeunes de transmettre la bonne parole et de montrer le bon exemple. Comme a dit Madame Bonal, on est le futur, donc on doit préserver l'eau. Sans eau, on ne peut pas vivre, on a besoin de l'eau pour boire, la nature, les fleurs, tout ça, ils ont besoin de l'eau. Et là, qu'est-ce que vous allez faire avec cette mallette ? Nous allons faire des expérimentations sur l'eau et j'ai hâte de commencer. Après l'école des Révoirs, cette mallette sera offerte aux enseignants à des classes de CM2 et aux animateurs du centre aéré de la Principauté. En attendant, pour clore cet après-midi de présentation, chaque élève a accroché une goutte d'eau sur un tableau. Et une goutte d'eau plus une goutte d'eau, cela forme des rivières. La distribution de ces mallettes pédagogiques résulte d'une collaboration entre le département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme, de la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et de la Société monégasque des eaux. Son directeur général est d'ailleurs avec nous en duplex. Bonsoir Manuel Nardi. Bonsoir Émilie Rousseau. On vient de le voir dans ce reportage, plus que jamais l'eau est un enjeu majeur pour notre avenir. Alors l'eau est un enjeu majeur effectivement, d'abord parce que l'eau c'est la vie, comme l'ont dit les enfants qui étaient présents ici, et puis parce que elle est un petit peu bousculée par les évolutions climatiques que l'on vit, et dans toutes ces aventures, effectivement, on se rend compte de plus en plus que l'eau est un élément indispensable à notre bien-être et à notre survie, effectivement. Et ce message passe par la sensibilisation des plus jeunes. Oui, évidemment, puisque les consommateurs de demain, ceux qui auront une action forte sur la destinée du monde, ce seront eux, évidemment, et plus tôt ils seront sensibilisés à son importance, à sa fragilité surtout, plus ils seront enclins à la protéger et à y faire attention. Cette mallette distribuée notamment aux élèves de CM2 est un véritable laboratoire de sensibilisation. Alors oui, cette mallette a été développée avec le monde pédagogique pour être adaptée aux enfants de CM2. Et elle a effectivement pour vocation de leur faire découvrir le monde immense qui se cache derrière un robinet d'eau, et ainsi que le monde immense qui se cache derrière la bombe de fond quand l'eau s'évacue. Donc c'est vraiment une recherche et une enquête qu'on leur propose à travers une quinzaine d'expériences qui permettent de matérialiser, de visualiser, de mémoriser aussi tous les enjeux qui sont attachés au domaine de l'eau et à sa distribution dans les villes que nous connaissons. Oui, c'est clairement le cycle de l'eau qui est expliqué. C'est le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire le cycle d'une goutte d'eau qui s'évapore, qui va finir dans les nuages, sur les montagnes et ruisseler ensuite. Et puis le petit cycle de l'eau qui est le prélèvement de l'eau pour les besoins humains, son traitement, son stockage, sa distribution et sa dépollution avant restitution au milieu naturel. C'est les deux cycles qui sont évoqués, oui. Là, c'est vraiment l'enfant qui est placé au cœur du dispositif. Oui, c'est vraiment l'enfant qui est placé au cœur. C'est sous le contrôle évidemment de leur professeur qui dispose d'un livret explicatif, pédagogique. Ils ont des fiches à renseigner, faire des expériences, faire des hypothèses, en tirer des conclusions en fonction des résultats qu'ils obtiennent. Donc c'est vraiment un jeu interactif qui leur permet de découvrir ce que représente le cycle de l'eau dans leur vie et dans les villes d'aujourd'hui.
Manuel Nardi, c'était important pour la Société monégasque des eaux de s'associer à cette démarche éducative ? Je dirais que c'était primordial parce qu'on a souvent un métier, on travaille incognito, on essaye de faire le moins de bruit possible, on essaye de préserver la continuité de service le plus possible, ce qui fait qu'on a un métier qui devient quasiment invisible. Et par là même, on dirait que l'eau, ça se passe tout seul et que c'est naturel et qu'il n'y a aucun souci. Alors que c'est un vrai métier, qu'il y a des enjeux, qu'il y a des fragilités, et c'est la raison pour laquelle il faut le faire apparaître. Et c'est la raison pour laquelle cette mallette s'inscrit pleinement dans ce projet. Est-ce que les enfants aient été sensibles à votre message ? Oui, alors d'abord, on a choisi une école qui est réputée pour son engagement environnemental, ce qui a été confirmé aujourd'hui. Et puis, c'est effectivement une école qui est en pointe sur ces aspects-là. Donc, on a eu un très bon retour par rapport à cette présentation, oui. Est-ce qu'il y a des questions qui vous ont étonné ou surprise ? Ah, complètement. La première d'entre elles qui était de dire est-ce qu'on ne pourrait pas recycler un petit peu de l'eau qu'on a utilisée au sein même des habitations ? C'est une vraie question. C'est même d'ailleurs à l'ordre du jour des prochains développements qui se font aujourd'hui dans le cadre des constructions en principauté et pas que, et qui consiste à récupérer ce qu'on appelle les eaux grises, c'est-à-dire toutes les eaux moins polluées, toutes les eaux hormis l'eau des toilettes, pour être clair, pour en faire effectivement un traitement un petit peu sommaire et l'utiliser pour de la voirie, pour de l'arrosage d'espaces verts, pour éventuellement remettre dans la chasse d'eau, des choses comme ça. C'est tout à fait d'actualité et que ça vienne de la bouche d'un enfant, c'est assez surprenant, oui. Oui, preuve qu'ils sont déjà concernés par le sujet. Tout à fait. Ce qui montre effectivement l'application de cette école notamment et puis des travaux qu'ils ont tout au long de l'année qui leur permet d'être sensibilisés à ces questions. Oui. Eh bien, merci beaucoup Manuel Nardi d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info pour évoquer ces fameuses mallettes distribuées aux élèves de CM2. Merci. Merci beaucoup Émilie. Bonsoir. Parlons sport à présent, vous avez pu les suivre en direct sur notre antenne. Les finales du Tennis Europe Junior Masters ont clôturé 4 jours de compétition sur les terrains du Monte Carlo Country Club. La pluie aura été l'une des invitées de ce tournoi qui réunissait des talents de la petite balle jaune de moins de 14 ans et de moins de 16 ans. Mais le soleil était de retour pour les finales. Le récit de Christophe Paco. 4 noms et prénoms, Jana Kovakova, Daniel Jad, Kolos Kinses et Jeline Vendrom, 4 graines de champion avec un coup de cœur. Tout d'abord, côté jeune pépite dans la catégorie U14, les moins de 14 ans. Après sa sœur l'an dernier dans la catégorie U16, moins de 16 ans. Aleana, cette fois c'est la talentueuse tchèque Jana Kovakova qui a séduit par la justesse de ses coups et son incroyable décontraction, voire désinvolture par moment à ce stade de la compétition, la finale. Un côté poker face, à aucun moment elle n'a semblé douter de sa suprématie pour s'imposer aisément au final 6-4, 6-1 face à la polonaise Barbara Kosteka. Toujours chez les plus jeunes, l'unique représentant français, Daniel Jad, tout juste 14 ans, a fait montre lui aussi d'une très belle assurance en infligeant un 6-1, 6-1 à la tête de série numéro 1 de ces Masters Juniors, le Turc Kozaner. Le franco-libanais Daniel Jad termine façon TGV une saison où il a réussi à 13 ans, en début d'année, à atteindre la finale du célèbre tournoi des plus jeunes talents, les Petits As à Tarbes, puis est devenu champion de France dans sa catégorie en ne perdant au passage aucun set et pas plus de 2 jeux par manche à Roland-Garros. Avec ce succès de prestige hier sur le central du Monte Carlo Country Club, on peut prendre un joli pari sur Monaco Info, sur l'avenir et le voir pourquoi pas Daniel Jad d'ici 4-5 ans en principauté aux côtés des plus grands. En moins de 16 ans, le retour au premier plan du tennis hongrois avec l'impressionnant Kolos Kinses au coup droit déjà bien réglé pour les futurs tournois juniors. Dernière étape, bien sûr, avant l'élite, après ce succès en 2 manches probant devant le Finlandais Linus Lagerboom. Serve match Kinses, 2 manches à 0, 7-6, 6-1, 7-6, 6-1. Et la nuit tombée hier, après une journée de compétition enfin baignée par le soleil et souvent perturbée par le vent rafale, la joueuse belge Jeline Vendrom a conclu une saison en trombe après avoir été sacrée le mois dernier championne d'Europe. Elle réalise un superbe doublé sur une même saison avec cette victoire dans ce Junior Master, à nouveau d'une incroyable qualité. Jeu, 7 match. Vendrom, 2 manches à 0. 6-0, 7-5. Rendez-vous désormais pour les champions confirmés du 6 au 14 avril pour le Rolex Monte Carlo Master 2024.
Sport toujours en football, l'AS Monaco a renoué avec la victoire dimanche en championnat. Les Rouges et Blancs se sont imposés 2-0 face à Brest. But de Denis Zakaria, son premier sous ses nouvelles couleurs, et d'Alexander Golovin, auteur de son 5e but cette saison. Au classement, les Monégasques restent sur le podium à 2 points du leader, Nice. Prochaine rencontre ce samedi avec un déplacement du côté du Havre. Ce match notamment sera évoqué avec les experts foot, avec Christophe Paco et David Ducci, magazine à retrouver à l'issue de ce journal. Comme chaque année à la même époque, la foire Attraction prend ses quartiers sur le port Hercule. L'occasion de retrouver les manèges traditionnels, ceux à sensations, mais aussi les stands gourmands pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Quelque peu perturbée par une météo capricieuse, la foire continue d'attirer quotidiennement des milliers de personnes. Comment expliquer un tel succès? Les manèges arrivent-ils à se renouveler? Ce rendez-vous est-il aussi apprécié par les forains? Pour en parler, nous sommes avec le vice-président de la foire Attraction, Nicolas Réal. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Une réaction tout d'abord sur les conditions météo qui ont obligé la foire Attraction à fermer ses portes partiellement ou totalement ces derniers jours. C'était inévitable au vu des fortes rafales de vent qui soufflaient en principauté? Mais c'est pas nous qui décidons, nous on applique ce qu'on nous dit. Je ne sais pas si c'était inévitable, mais apparemment c'était le principe de précaution de faire attention par rapport au public, par rapport à plein de choses. Donc on a coupé et ensuite on a eu l'autorisation de réouvrir un peu plus tard. Ouais, la sécurité des clients dans les manèges est primordiale et contrôlée, hein. Évidemment, bien sûr, la sécurité c'est le plus important et il y a un moment où il faut prendre des décisions, c'est pas nous qui les prenons, mais et quand il faut faire certaines choses, ils sont faits et ils sont faits en amont. Je crois savoir aussi qu'il y a une commission de contrôle, une commission de sécurité avant chaque installation de la foire pour valider l'ouverture. Oui, bien sûr, il y a toujours une commission de sécurité, ici comme ailleurs, dans toutes les fêtes, avec la Socotec et avec des organismes privés et indépendants qui font bien leur travail. Nicolas Réal, 15 jours d'exploitation pour la foire Attraction, quelle est la tendance en matière de fréquentation? On a une très belle fréquentation, on a eu par contre malheureusement quelques jours de pluie, quelques jours de vent, on est toujours dépendant du temps, c'est comme ça, c'est notre métier, on fait avec, mais voilà, on espère pouvoir terminer un peu plus en beauté, sans vent et sans pluie. Vous avez pu profiter aussi des vacances scolaires? Oui, les vacances scolaires, on a pu en profiter, mais malheureusement on a profité aussi du mauvais temps. On dit souvent que la foire Attraction c'est un retour en enfance, c'est un sentiment que vous partagez? Oui, c'est ça, là les gens se prennent plaisir à manger une barbe à papa, à manger une pomme d'amour, à faire des manèges, à manger un hot dog, à passer du tir à la carabine et voilà, c'est un moment familial et où on redescend, on retombe en enfance. Ouais, comme vous le dites, il y en a pour tous les goûts et toutes les sensations également. C'est ça, il y a les manèges à sensation, il y a les gros manèges qui sont en hauteur, il y a les manèges qui sont, comme on dit chez nous, les plateaux. Et voilà, mais on a pour tous les âges. C'est un événement qui arrive à se renouveler chaque année? Oui, chaque année il y a de nouvelles attractions, pour petits, pour grands, et même au niveau des stands, il y a régulièrement des nouveautés. Et vous le sentez, vous, cet engouement de la part des Monégasques de retrouver chaque année au même moment la foire Attraction? Oui, elle est vraiment appréciée, vraiment aimée des Monégasques, de toutes les villes aux alentours, Cap d'Aille, Menton, Beau-Soleil, de partout. Et c'est vrai qu'elle est très très attendue cette foire. Et que représente cette foire de Monaco pour vous? C'est un rendez-vous qui est aussi attendu par les forains? Oui, c'est un rendez-vous qui est attendu par les forains, évidemment, parce que c'est une foire qui est agréable. On est quand même sur un site qui est agréable à travailler. Et évidemment, revoir tous nos clients qu'on a tous l'habitude de voir tous les ans depuis qu'ils sont tout petits. Oui, et certains sont là depuis des dizaines d'années, voire plus, hein. Ah oui, ben moi, déjà j'ai grandi ici, j'ai 41 ans, et donc du coup, depuis tout petit, j'ai toujours été là avec mes parents. Mes grands-parents étaient là également dans les années 50, et c'est pareil pour pas mal de familles, de forains également. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Réal d'avoir été notre invité. Ce soir, on le rappelle, la foire Attraction, c'est jusqu'au 19 novembre, date de la fête nationale monégasque, sur le port Hercule. Merci Émilie.
Place à présent à votre chronique, ceux qui font Monaco, l'opportunité de mettre en lumière les artisans, les commerçants et les restaurateurs de la Principauté. Bonsoir Christine Datomel, aujourd'hui vous êtes intéressée à un produit à consommer avec modération, la Monte Carlo Beer, une bière 100% monégasque, Christinda. Oui, et aujourd'hui je vous retrouve au restaurant Le 8,5. L'établissement a bien voulu nous recevoir pour nous parler de cette petite blonde qui fait tourner toutes les têtes en Principauté. D'abord, ça a commencé avec une histoire d'amitié, parce qu'Anthony et moi, on est amis depuis plus de 15 ans. On est tous les deux de Monaco, monégasques et enfants du pays. On a d'abord une activité à Singapour, de 2018 à 2020, jusqu'à le Covid, qui était un bar. Et c'est de là que l'idée de la bière est venue. On mettait en avant pas mal de produits de Monaco. Et on s'est rendu compte que le monde de la bière artisanale était vraiment en plein boom. Et on s'est dit pourquoi pas nous, pourquoi pas créer une bière aux couleurs de Monaco, à l'effigie de Monaco, aux couleurs du drapeau. Ouais. Et puis alors maintenant, cette petite blonde fait des ravages à Monaco. On la retrouve sur toutes les tables. Alors on est présent dans un peu plus de 80% des établissements à Monaco, tous les supermarchés également. Et là on s'est développé aussi sur la côte avec beaucoup de supermarchés, une centaine d'ailleurs, dans le 06 et le 83. Et pareil pour les cafés-restaurants sur la côte. Ouais. Alors parlez-nous de votre bière, quel goût elle a, si vous pouvez essayer de nous la décrire. Laquelle déjà? Parce que maintenant on a commencé avec la blonde, qui est vraiment la bière de soif, 4,5%, vraiment facile à boire, parfait pour la région. Après on a lancé une ambrée, 1 an et demi plus tard, qui a un peu plus de caractère, mais qui a toujours un petit peu très peu d'amertume, qui n'a pas trop ce caractère un peu puissant qu'on peut retrouver sur certaines bières du Nord. Et là on a lancé justement, il y a la semaine dernière, une bière sans alcool, qui a moins de 0,5% d'alcool, et une bière IPA. Donc pareil, un peu plus d'amertume, un peu plus de caractère, mais toujours considérée, je ne vais pas dire bière de soif, mais assez facile à boire en tout cas. Et puis cette année également, vous êtes certifié bio. Alors on est depuis cette année, on brasse à Montsartou, et on est certifié bio, 100% bio, les recettes sont 100% bio. C'est pas compliqué parce que la brassière avec laquelle on brasse aujourd'hui est certifiée 100% bio également. Donc on a pu, avec nos recettes, les adapter et avoir les certifications. Alors on a fait un petit peu d'export, on a envoyé des palettes au Japon, à Hong Kong et plus proche en Hollande, île de Jersey, au Luxembourg et Italie plus récemment. Et puis alors prochain projet? Il y a plein de projets. Alors, on veut continuer à exporter la bière. On a certains marchés auxquels on discute, en Asie notamment et aux États-Unis. Et puis après aussi des projets de peut-être lancer la bière en fût. Jusqu'à présent, on a toujours été en bouteille. C'était important pour nous de mettre la bouteille en avant. Maintenant qu'on commence à avoir une petite renommée, on aimerait un petit peu rentrer dans le marché du fût. Et puis d'autres projets, mais on en parlera plus tard. Alors vous l'aurez compris, la Monte Carlo Beer fait des ravages en Principauté et elle continue de s'exporter. Vous pouvez la retrouver bien sûr dans tous les établissements nocturnes de Monaco ainsi que sur les tables des restaurants et dans les supermarchés de la Principauté. Et une nouvelle gamme, la sans alcool. Merci Christinda, on vous retrouve dans quelques instants pour les prévisions météo. Mais avant cela, cette information, vous le savez, le 19 novembre arrive à grands pas. À cette occasion, l'ensemble de la population est invitée à pavoiser. Et puis, comme chaque année, la mairie propose aux monégasques et aux résidents la possibilité d'assister gratuitement à plusieurs spectacles. Le 18 novembre, par exemple, un show musical avec Blonde and Blonde and Blonde sera proposé à l'espace Léo Ferré. Le lendemain, c'est la chanteuse Anna Chédid, plus connue sous le nom de Nash, qui se produira sur scène. L'intégralité du programme et les modalités pour retirer les invitations à ces événements sont à retrouver sur le site officiel de la mairie. Christinda, on vous retrouve pour les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de mardi? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, le temps qui s'installe sera clair. Ça sera un beau jour ensoleillé. Les températures seront comprises entre 11 et 17 degrés. Durant toute la journée, il soufflera une petite brise. Le soleil se lèvera à 7h12 et se couchera à 17h15. Demain, nous fêterons les Carines.
Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Frédéric Nébinger qui a assisté aux premières loges au final du Tennis Europe Junior Masters sur les terrains du Monte Carlo Country Club. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec les experts du foot. Christophe Paco et David Ducci reviendront sur les dernières actualités du ballon rond. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.